Donc me voilà en 2012 avec l'équipe Bod Racing. Donc je déménage, je vais dans les Landes. Et honnêtement, le feeling il est hyper bien passé. Et c'est une équipe auquel je me sentais hyper bien. Et tout au long de ma carrière où j'ai été chez eux, je me suis toujours senti bien. C'est vrai que c'était familial, il y avait mais j'étais bien déjà à la région. Et puis voilà, il y avait des personnes investies autour de moi. Et premier hiver, j'avais comme coéquipier Dylan Ferrandis. Et bon, Dylan était plus jeune que moi, hein, il est de 94, donc il avait 4 ans de moins que moi. Moi j'avais, à ce moment-là, je devais avoir 21-22 ans, peut-être bien 22 ans, il me semble. Ouais, 2012, donc c'est 22 ans. Et Dylan était un petit jeune de 18 ans, un petit jeune un peu branleur, hein, enfin, entre guillemets, parce qu'il n'était pas facile. C'était la première fois de ma carrière que j'allais travailler avec un entraîneur, donc Jackie Vimon. Et c'est une année où j'ai pris beaucoup de maturité, en partie grâce à lui. Je lui dois beaucoup. Je lui dois d'être coach aujourd'hui aussi, parce que j'ai pris conscience de plein de choses. Eh bien, je pense que Valentin recherchait auprès du team Bod Racing une équipe autour de lui. Je crois que c'est ce qu'il avait le plus besoin en ce moment et c'est ce qui a, il me semble, dirigé son choix pour deux choses, donc un encadrement et une moto performante. Donc je crois qu'on peut lui apporter tout ça. Alors là, le premier travail a consisté justement à trouver une maturité dans son pilotage. J'avais le sentiment que son pilotage justement n'était pas encore complètement abouti. Donc on a cherché justement à lui donner un peu plus d'assurance dans son pilotage. Et surtout, en fait, j'ai fait des choses que je n'aurais jamais pensé faire. Le corps humain, en fait, moi dans la difficulté, j'avais tendance après à un moment donné, dès que c'était un peu difficile, à baisser un peu les bras. Il m'a fait prendre conscience que le mental pouvait amener à des choses inhumaines entre guillemets, que le mental à un moment donné c'était lui qui décidait tout. Si on se dit on est fatigué, on est fatigué. Si on se dit on peut le faire, on peut le faire. Et tout l'hiver ça a été un gros travail sur le mental. En 2012 il n'a pas été si simple que ça quand même, en tout cas dans le partage d'entraîneurs entre pilotes. Parce que il y avait Dylan Ferrandis qui était déjà implanté chez Bod depuis plusieurs années, depuis 2-3 ans. Et moi je suis arrivé en cours d'année et Jackie Vimon devait entraîner 2 pilotes qui devaient jouer les mêmes objectifs en championnat du monde et championnat d'Europe. Et il y a eu clairement une confrontation directe avec Dylan Ferrandis qui n'a pas été très bonne au final puisqu'on ne s'est pas tiré vers le haut. On n'était pas grands copains à ce moment-là, malheureusement, entre guillemets, parce qu'on aurait pu s'entraider et ça n'a pas été le cas. Même si c'est quelqu'un aujourd'hui voilà, qui a une super carrière et que je suis retourné aux États-Unis il y a quelques années, on a reparlé de tout ça en rigolant, etc. Et que c'est quelqu'un qui a un super fond. Mais c'est vrai qu'il était jeune et voilà, il y avait de la confrontation. Donc voilà, bon, bref, l'hiver c'est quand même relativement bien passé. Dans l'ensemble, malgré tout, on a bien bossé, on faisait des grosses sorties de sport que j'avais jamais fait de ma vie, des 3-4 heures de canoë avec Jackie Vimon, des grosses sorties de vélo, mais qui m'ont servi, hein, et j'ai même pris goût dans le mal, ce que j'avais pas eu dans les années d'avant. Il m'a fait prendre conscience qu'en fait, se faire mal au sport, c'est plaisant, et aujourd'hui, ce goût-là, je l'ai même gardé, pour vous dire. Et voilà, la saison 2012 du coup commence hein, avec les premières compétitions, ce qui se passait plutôt bien avec des bons résultats dans l'ensemble, régulièrement des top 5, top 8. Et arrive la course en Bulgarie, Seljevo. On revient encore à cette course-là. Ce jour-là, j'étais 4e de la Manche. J'arrive sur une grosse table du circuit, juste avant le virage du départ. Et là, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai fait une chute qui aurait pu me laisser mettre un terme à ma carrière, clairement. Ouais, c'est Valentin, malheureusement. Une nouvelle fois, la chute de Valentin Théiet, qui en plus a l'air de souffrir. C'était une chute assez violente là, du pilote Kawa Bod Racing. Malheureusement, il était de retour en forme sur un circuit qu'il apprécie. Espérons que ce soit plus impressionnant que grave. Oh là là, oui, chute terrible de Valentin Théiet. C'est vrai que ce ralenti fait assez peur à voir. Je me souviens de tomber au choc en fait. Je sentais plus le bas de mon corps.
Quand les douleurs se sont réveillées, j'ai cru que j'avais 10 000 fractures dans tout le corps, tellement que le choc a été violent. Et en fait, on a fait les examens en Bulgarie. D'ailleurs, les examens en Bulgarie, je peux vous dire que ça fait peur. Ça fait très très peur. Et j'avais rien de cassé. Et puis, au final, j'avais le dos dans un état pas possible, un bleu comme ça. Mais je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Mais j'ai clairement perdu beaucoup de confiance pour la suite du championnat. Donc voilà, après au fur et à mesure des courses, mon dos, bon, il n'y avait rien de cassé, hein, j'ai dû rester 2 semaines sans moto, mais une chute comme ça marque, et celle-ci, elle m'a bien refroidi. Hein. Donc j'ai repris confiance au fur et à mesure des courses, et on arrive à environ 1 mois et demi après, il y a Stéphane Dassé, il me dit « Ouais Val, il faudra que tu sois présent avec Dylan, on a MX Mag qui vient faire un reportage chez nous. » Et puis, voilà, on fait le reportage, hein, c'est à Saint-Vincent-de-Tyrosse. Et là, on fait un petit peu des sauts freeride, etc. Et à un moment donné, je fais un saut. Et derrière, en fait, j'avais pas fait attention. Il y avait un poteau en métal de tomber, de coucher, qui était mis, quoi. Et là, j'atterris sur le poteau en métal. Je passe par-dessus la moto. Omoplate cassée, la même omoplate que je m'étais cassée 2 ans avant quand j'étais chez Suzuki. Et cassée exactement au même endroit. Et puis, voilà, je reprends, je me remets bien dans mon entraînement. Et mon entraîneur de l'époque, Jackie, me dit « Écoute, maintenant, Valentin, il va falloir te reprendre en main. C'est maintenant, là. C'est maintenant ou jamais. Ta carrière, elle est clairement en jeu, là. Tu as signé 2 ans chez Bud, mais fais-leur voir que tu mérites ta place. » Et c'est vrai que je voulais montrer que je méritais ma place. Et je termine la saison en plutôt bien, puisque les 2 dernières épreuves de l'année, à Faenza, je fais 5e du Grand Prix. Et je fais 5e du Grand Prix aussi à Toccental. On faisait le championnat de France élite en parallèle. Je fais champion de France élite 250 en 2012 pour terminer cette saison plutôt en beauté. Vous savez, quand on est petit, il y a pas mal d'épreuves qui peuvent faire rêver. Forcément, le championnat du monde. Il y a aussi d'autres épreuves, le championnat des États-Unis par exemple, mais le Supercross de Paris. Supercross de Paris, pourquoi? Parce que c'était l'épreuve, on va dire, en France, que quand j'étais gamin, j'attendais avec impatience. Alors que ce soit en tant que spectateur, parce que mes parents m'ont déjà fait plusieurs fois la surprise d'y aller. Mon premier Supercross de Paris, c'était en 99, j'avais 9 ans. Et je me souviens que quand je suis reparti de ce Supercross de Paris, j'avais des étoiles dans les yeux, j'avais vécu un truc magique. Comme vous savez, les petits, quand ils vont à Disneyland Paris par exemple, moi c'était pas ça qui me faisait rêver, c'était le Supercross de Paris. Et en 2012, Stéphane Dassé me dit « Valentin, si tu veux, on peut se préparer pour faire le Supercross de Paris, donc de Bercy. Voilà, comment tu le sens? Parce qu'on a eu notre saison de championnat du monde, si on se prépare bien, il y a peut-être un truc à jouer. » Et là, ouais, carrément, je suis chaud direct, j'en parle avec Jackie Vimon, mon entraîneur de l'époque. Il me dit « Écoute, le Supercross, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas dangereux. » Il me dit si c'est fait dans des bonnes conditions, il y a toute une préparation en amont à mettre en place. D'ailleurs, c'est aujourd'hui ce que j'apporte un petit peu à mes pilotes, ce que je leur explique, leur dire voilà, Supercross, faut pas en avoir peur, faut le faire juste dans des bonnes conditions. Et c'est vrai, au final, on s'est bien préparé. Le plus difficile en fait en Supercross, c'est l'appréhension. À partir du moment quand tu fais des tours et que tu n'as plus cette appréhension-là, c'est que du plaisir. Et c'est ce qu'on a réussi à trouver. Je suis arrivé au Supercross de Paris 2012, de Bercy 2012, plutôt en confiance, même si je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. À ce moment-là, il y avait des Américains, il y avait même donc il y avait tous les pilotes du SX Tour du moment, et il y avait même Tim Geiser, que vous connaissez tous aujourd'hui. Il était très jeune, hein, donc c'était pas le Tim Geiser du moment, mais en attendant, il avait déjà un gros potentiel. Et puis j'arrive, je me souviens, premier tour de roue au Supercross de Paris. Et là, je rentre dans les coursives. À l'époque, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, ils appelaient ça le POPB. En fait, on rentrait dans un tunnel. Et là, fond de 4, fond de 5 avec le 2,5, gros freinage avec des whoops et tout. Je dis, waouh, premier tour, je dis, waouh, c'est chaud quoi. Parce qu'en fait, c'est pas large et on se dit, mais on est où là? C'était vraiment atypique. Et puis atypique mais magique en même temps. Et en fait, ce que moi, quand j'ai roulé là-bas,
j'ai ressenti ce que quand j'étais gamin, je regardais en fait dans le stadium, en fait, j'entendais le bruit des motos dans les coursives. Bah là, j'étais en train de le vivre en fait. Je me souviens, les premiers tours de roue que j'ai fait, j'avais des frissons carrément. Et puis Supercross de Paris, je gagne le premier soir. Deuxième soir, on avait des soucis un petit peu avec la moto, elle avait du mal à démarrer à ce moment-là. Et j'ai jamais réussi à redémarrer la moto, j'étais dégoûté parce que je savais que l'éventuel titre de Prince of Paris s'envolait. Et j'ai gagné ensuite le troisième soir pour faire vice Prince of Paris. Le résultat, forcément, j'aurais aimé gagner, mais par contre, l'expérience en tant que pilote a été juste incroyable. Je pense même que ça a été la plus belle expérience de ma carrière, ce Supercross de Bercy. Après le Supercross de Paris-Bercy, on a décidé de faire le championnat d'Europe. Ça empiétait un peu sur la saison, sur la préparation du championnat du monde. Mais c'était aussi un choix personnel. J'avais pris tellement de plaisir au Supercross de Bercy que je me suis dit, ça va, c'est que 2 épreuves de championnat d'Europe, je veux les faire. Donc il y avait Gênes et le Supercross de Gênes en Italie et le Supercross de Marseille en France. J'ai gagné l'ensemble des finales. Et je me souviens qu'au fur et à mesure que je roulais, au plus j'étais à l'aise. J'ai même à Gênes, j'avais réussi à faire une séance chrono dans la même seconde, la même dixième que Justin Barcia, qui moi me faisait rêver aux USA. Donc ça m'avait mis bien en confiance, je me souviens. Et puis voilà, suite à ce championnat d'Europe où j'ai gagné, je me suis dit, je vais garder un coin de ma tête quand même le Supercross pour la suite de ma carrière. Fin 2012, on attaque l'hiver pour la préparation 2013. Cet hiver, il a été hyper productif. Honnêtement, j'avais déjà roulé un petit peu en 450 pour me faire un peu les bras. D'ailleurs, Jackie Vimon, il n'est pas facile comme coach. Honnêtement, c'est carré, c'est raide, hein, c'est dur. Faut être prêt, quoi. Et il me dit, Val, moi je pense qu'il faut que tu fasses la course d'Osgore. C'est quand même important parce que c'est une course d'endurance, c'est du sable, ça peut te faire la caisse. Il avait totalement raison. Il me dit, voilà, la course, le départ il est à 11h ou midi. On se rejoint à 9h là-bas et puis on ira faire un petit footing d'échauffement. Moi je lui dis, ouais, carrément, on fait ça. J'arrive avec mes petites chaussures. Jackie était là. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus d'une 50aine d'années, il était affûté. Hein. Fallait le suivre. Et puis, en fait, c'était pas un petit footing d'échauffement, c'était, on est parti pour quasiment 1 heure de footing, avec des accélérations, des machins et tout. Je me souviens, je suis arrivé, j'étais déjà pas rincé, mais presque, quoi. Et puis, pour l'anecdote, cette course-là, j'avais fait 3 quarts d'heure en tête à Osgore, pour finalement finir 4e de la course et être déclassé pour avoir roulé trop vite au stand. Mais voilà, c'était une super expérience. Et puis, pour revenir à cette préparation hivernale, on arrive, tout se passe vraiment bien. Je reprends vraiment, je fais mon hiver sans encombre. J'arrive au Qatar et première course d'année, première manche qualif, je gagne devant Hermins, devant tous les meilleurs. Et je me souviens ne pas avoir été plus surpris que ça. Le soir, j'étais content. D'ailleurs, ça m'a fait bizarre, je me retrouve en conférence de presse avec Antonio Cairoli. Je faisais pas le malin, quoi, parce que c'était une star à côté d'un petit pilote vendéen, mais du coup voilà, c'était un bon souvenir. Et ouais, je me souviens ne pas avoir été plus surpris que ça parce que je me sentais hyper bien, quoi. Et arrive la course du lendemain, première manche, c'était 3, et là en pleine manche, je devais avoir un chat noir, c'est pas possible. Mon bloc fourche qui reste coincé, impossible de l'enlever, je passe au stand pour l'enlever et puis voilà, je pourris ma manche et manche à peine dans les points cette première manche. Deuxième manche, une chute au départ et je gagne la manche qualif au Qatar, la première épreuve de l'année et je repars du championnat 19e je crois du Qatar, quoi. Et là donc 2013 on repart pour une année de championnat de France élite. Et puis on arrive à Romagné, course à côté de la maison, course que j'adorais. Et il y avait 2 manches, je gagne les 2 premières manches et la dernière manche était une super finale avec les 450. Je me souviens avoir un peu loupé mon départ et voilà, je remontais. À un moment donné, je me retrouve 3e. Il y avait Sébastien Pourcel qui était premier, Xavier Bogue 2e. Et je faisais une belle manche avec le 2,5, je me sentais hyper bien. J'avais l'impression que rien ne pouvait m'arriver ce jour-là.
Et ceux qui connaissent Romagné connaissent tous la montée d'arrivée hyper raide avec un peu de trou. Et je revois encore, il y avait le soleil dans la face, quoi, on ne voyait pas très bien, il devait rester 2-3 tours. Et là je vois une pierre qui commence à dégringoler, et je la prends avec la roue arrière. J'étais un saut, c'était à fond de 5 hein, quasiment. Je passe par-dessus la moto, et là je tombe sur mon épaule, grosse chute. Chaos technique. Et puis sur ce jour-là, j'ai compris qu'il y avait un problème avec mon épaule. On passe des examens, ils me disent non, a priori il n'y a rien monsieur, on ne voit rien, machin et tout. D'où aller voir un bon docteur et un bon hôpital, parce que je trouvais ça vraiment bizarre. Donc bref, on me dit de glacer, moi je glace hein, pendant les jours qui suivaient. L'épaule elle était énorme, j'arrivais plus à la lever. Et encore une fois un peu d'insouciance, ça a été d'ailleurs un petit peu le problème de ma carrière, hein, l'insouciance, parce que je prenais pas le temps de me réparer des blessures et j'avais toujours envie d'en faire plus, toujours aller on roule, pas le temps à la récupération de mes blessures. Et aujourd'hui j'ai bien changé d'ailleurs avec le recul, mais c'était un peu tard. Et puis Bulgarie, Selvijevo, on y revient encore, sûrement la 5e fois que je vous parle d'une anecdote à Selvijevo, mais il y en a eu tellement, des bonnes comme des moins bonnes. Et je me souviens que j'arrivais pas trop à bouger l'épaule. Hein. Jackie Vimon me fait un gros strap à l'épaule. D'ailleurs, je vais vous mettre une petite photo pour que vous voyez. Ça vaut le coup quand même de voir ça. Et je sais pas comment c'est possible. J'avais l'impression que mon épaule allait se déboîter à chaque fois que je prenais un trou. Mais j'y suis allé sans pression. Je savais que j'étais blessé, je savais que on s'était pas donné vraiment d'objectif. On s'est dit va là-bas, on verra ce que ça donne. De toute façon, t'es blessé, on verra ce que ça donne. Et sans aucune pression, je fais podium de manche, je fais 3e de la première manche. Et après la première manche, bon, j'avais beaucoup de douleurs, hein, je me rappelle, mais surtout, je me rends compte qu'en fait, c'est au mental. J'avais fait cette manche 3e parce que j'avais pas de pression. J'essayais de penser à autre chose que la douleur et de me faire plaisir. Et en fait, je pense qu'il y a des années où j'ai un peu oublié le plaisir de mon sport. Et là, sans pression, en fait, de repenser un peu à mon pilotage, à mon plaisir, ça m'a permis de faire une manche de dingue malgré une blessure quand même assez grave. Alors une blessure assez grave, oui, parce qu'en fait, je suis pas reparti en 2e manche. Tout simplement parce qu'entre les 2 manches, ça avait refroidi, j'arrivais plus du tout à bouger l'épaule. Et le lundi, on était rentré, j'ai été faire des examens et en fait, le docteur me dit Monsieur Tellier, votre épaule, je ne sais pas où vous avez fait vos examens 10 jours avant, mais votre épaule, elle est complètement HS. Il y a une fracture de la coracoïde, le bourrelet glénoïdien, il est complètement arraché, les ligaments sont arrachés. Il me dit je ne sais pas comment c'est possible. Et là, c'est bizarre hein, ce que je vais dire, mais j'étais presque rassuré qu'il y avait quelque chose. Parce que je ne comprenais pas que j'avais autant mal, qu'il y avait une épaule autant instable et qu'il n'y avait rien. Et là, avant de me faire opérer, c'était Bruno Losito que j'avais appelé à ce moment-là, qui m'avait donné un super contact à Paris, le chirurgien Valenti. Et avant de me faire opérer, ce chirurgien-là me dit écoutez, monsieur Tellier, je vais vous refaire votre épaule du mieux possible, mais je vous garantis rien. Quand le docteur m'a dit qu'il fallait reconstituer mon épaule, qu'elle était vraiment en sale état, que c'était pas sûr que je puisse retrouver toute la mobilité, que la moto à haut niveau, c'était pas sûr non plus, qu'il allait faire le maximum, c'était peut-être possible, mais pas sûr. Je suis tombé dans une période plutôt sombre de ma vie, la rééducation, c'était pas une rééducation pour me dire je me remets au plus vite et pour reprendre la moto rapidement et me repréparer. C'était une période plus je fais ma rééducation mais pas motivé. Et puis voilà, j'ai commencé à partir un petit peu dans des travers. Moi j'habitais toujours à Osgore à ce moment-là et ça a été les sorties régulières. Ça a été, c'est pareil, c'est pas des choses que je regrette, mais j'ai commencé à me faire des tatouages. Donc sur les jambes, sur les bras, remplir pas mal mon corps. Tous les tatouages ont une histoire, mais je pense pas qu'aujourd'hui j'aurais été dans un état, on va dire, bien dans ma vie, je l'aurais fait. Et voilà, je me souviens, je m'étais même embrouillé un peu avec mes parents, ça n'a pas été une super période et j'étais un petit peu au fond du seau parce que le motocross, c'était toute ma vie.
Puis c'est vrai que j'avais cette sensation d'avoir été oublié un peu du monde de la moto, un peu de même de mon équipe à ce moment-là, parce que bon, forcément ils étaient occupés à faire à autre chose. Et puis et là, Stéphane Dassé de Bonne Racing me convoque, quoi. Il me dit écoute Valentin, je voudrais qu'on discute. Il y avait Jackie Vimon et puis Stéphane. Et là il me dit bon Valentin, on sent que t'es pas très bien. Moi je te propose quelque chose. Là il faut que tu te relances. Ton épaule ça va comment déjà? Et là moi je lui dis bah écoute finalement ça va carrément bien. J'ai récupéré ma force et mon épaule elle est remise pour pouvoir rouler. Il me dit et toi dans ton état d'esprit t'es comment? Ah là moi je lui dis bah écoute je suis au fond du seau. Je sais pas, j'ai l'impression que ma carrière en Grand Prix, alors en plus j'étais à la limite d'âge, j'avais 23 ans et la limite d'âge en MX2 c'est 23 ans, il fallait passer en MX1, mais je vous dis pas le niveau en MX1 à ce moment-là, ça faisait pas peur mais, mais presque. Et je savais pas, j'étais perdu complet. Il me dit écoute Valentin, le Supercross t'as aimé? Je lui dis ouais carrément. Il me dit bah je te propose quelque chose, de faire une saison aux États-Unis pour le championnat AMA 250. Qu'est-ce que t'en penses? Et là, je lui dis, Stéphane, c'est mon rêve, c'est mon rêve de gamin, mais j'ai pas le niveau. Il me dit, mais attends, Valentin, il me dit, t'as été champion d'Europe l'année dernière, de Supercross de Paris, t'étais là. Si tu te prépares et si mentalement tu te remets dedans à fond, moi je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et aujourd'hui, on veut un pilote en championnat AMA 250 Supercross, on aimerait que ça soit toi. Et bah j'avais des... Là, pour le coup, je me souviens que ce rendez-vous, je suis ressorti, gros déclic. Là, je me suis dit, là maintenant, Valentin, t'arrêtes des conneries, tu te remets dedans et tu switches, quoi. Ça y est, t'as profité, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas ça ta vie, c'est le motocross. Et t'as une opportunité de dingue que tu dois saisir et tu vas la saisir dès maintenant. J'en profite pour vous parler du 737 Ride Day, une journée de partage, de roulage avec l'ensemble des pilotes du team. Un barbecue sera là l'après-midi, des jeux, des conseils que je pourrais vous donner tout au long de la journée. Et surtout, une partie des bénéfices ira pour l'association Les Ailes de Joe. Donc voilà, mélangez plaisir pour une bonne cause. En tout cas, j'espère que vous serez nombreux. Attention, les places sont limitées et je vous dis à très vite. Ça sera le samedi 27 mai.